les pandémies. De la peste noire du XIVe siècle à la grippe espagnole de 1918, en passant par l'épidémie de SRAS du XXIe siècle, des maladies virulentes ont détruit des sociétés entières. De nombreuses civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Aujourd'hui, les responsables de la santé pensent qu'une autre épidémie pourrait bientôt frapper. On ne sait pas quand elle frappera. Ça peut être une pandémie de grippe ou une maladie tout autre. Et certains scientifiques pensent que le responsable de ce virus viendra peut-être de l'espace. Nous sommes certains qu'une comète amènera une épidémie sur Terre à un certain moment dans le futur. Et quand ce moment arrivera, nous n'aurons peut-être aucun moyen d'arrêter cette maladie extraterrestre. C'est le scénario le plus inquiétant auquel on pourrait penser. Les dégâts pourraient être désastreux. Ce serait une tragédie d'une ampleur inégalée. Des germes microscopiques, invisibles à l'œil nu. Au cours de l'histoire, ces envahisseurs mystérieux ont semé le chaos dans l'humanité en entraînant des maladies désastreuses. Les plus grands scientifiques ont fait des recherches sur les origines de ces épidémies. Et un exobiologiste reconnu pense que certaines des pires pandémies nous sont venues de l'espace. Je pense que toutes les épidémies qui ont frappé nous sont venues à l'origine de l'espace. Si cette théorie controversée est correcte, elle résoudra un mystère, celui de l'origine des épidémies les plus meurtrières de l'histoire. Pendant des milliers d'années, on ne comprenait pas ce qui causait les maladies et comment elles se propageaient. Puis, au milieu du XIXe siècle, les scientifiques ont découvert que certaines maladies étaient causées par des microbes appelés bactéries. 50 ans plus tard, ils découvrent de tout petits agents appelés virus qui causent des maladies. Le microscope électronique a été inventé après les années 30. C'est à partir de là que nous avons pu observer ces minuscules virus, et ainsi en savoir plus. Bien que l'origine de certaines maladies soit encore inconnue, la science a découvert comment les germes se transmettaient. Au cours de l'histoire, les maladies se sont souvent déplacées avec les voyageurs. Depuis que les populations voyagent, les germes qu'elles portent en elles se propagent dans le monde. Pendant des milliers d'années, les frontières naturelles telles que les océans, les déserts et les montagnes assuraient une certaine protection. Mais elles sont devenues inefficaces lorsque les innovations technologiques ont permis aux humains de voyager dans le monde entier. En 1492, Christophe Colomb devient l'un des premiers à traverser ces frontières naturelles lorsqu'il navigue de l'Espagne jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les Bahamas. Lorsque Christophe Colomb revient en Europe, son roi et sa reine célèbrent sa victoire. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'ils ont rapporté de leur voyage un microbe mortel. Cette bactérie, c'est la syphilis, une infection transmissible par contact sexuel qui attaque le système nerveux et détruit le cerveau. Pendant les 500 ans qui ont suivi, la syphilis a ravagé l'Europe. Les germes se révèlent toujours être plus virulents lorsqu'ils sont introduits au sein d'une nouvelle population. Les spécialistes en maladies infectieuses appellent cela le phénomène de la naïveté virale. Si une communauté n'a jamais eu affaire à cette bactérie ou ce virus, elle n'a pas pu créer des anticorps pour se protéger. Donc la maladie sera beaucoup plus dévastatrice, car les personnes n'auront aucune défense immunitaire contre ces germes. La plupart du temps, lorsqu'une personne a eu une maladie et qu'elle y a survécu, elle ne sera plus jamais infectée par cette même maladie. Le système immunitaire humain se rappelle des corps étrangers qui essayent de l'attaquer. Et souvent, il répond de manière très efficace. En 1519, les conquistadors ont introduit au Mexique une maladie appelée la variole. Une maladie contagieuse, c'était au sens premier une maladie qu'on attrapait par le toucher. La variole est une maladie contagieuse, car si on a une plaie ouverte et qu'elle touche quelqu'un, alors cette personne aura de grandes chances de contracter la maladie.
c'est la variole, plus que les épées espagnoles, qui est responsable de l'extinction des populations indigènes. 200 ans plus tard, le capitaine James Cook traversera le sud du Pacifique. Son passage aura des conséquences dramatiques. Ces peuples vivaient sur des îles. Ils étaient totalement coupés du monde extérieur. Bon nombre de ces civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Au XIXe siècle, les Américains qui vivaient près des ports craignaient la venue d'immigrants qui pourraient menacer leur population. Souvent, des bateaux arrivaient de l'Europe de l'Est et de nombreux passagers étaient déjà morts. Les immigrants italiens, chinois, des Balkans, les juifs européens et bien d'autres étaient appelés immigrants indésirables. En 1892, le président Benjamin Harrison ferme les frontières aux immigrants lorsque des épidémies de choléra puis de typhus provoquent la panique. La fièvre du typhus est une maladie liée à la saleté. On peut l'attraper lorsque les conditions d'hygiène sont très mauvaises. La bactérie provient des poux, et lorsqu'ils mordent un humain, celui-ci attrape la maladie. Alors la personne est en proie à de terribles fièvres, des démangeaisons sur tout le corps, et elle fait des crises. Près de 30% des personnes atteintes du typhus en mouraient. En 1918, le monde était au milieu d'une guerre désastreuse, ce qui a aidé à la propagation d'un virus mortel. Il est impossible de séparer la Première Guerre mondiale de la pandémie de 1918, car tous deux sont liés. Cette épidémie a été l'une des plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. On a appelé la grippe de 1918 la grippe espagnole, car on pensait qu'elle était apparue en Espagne. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait d'où cette grippe est venue. Les voyages en avion n'existaient pas encore, et pourtant cette grippe s'est répandue dans le monde entier. Nous savons aujourd'hui que cette pandémie aurait tué jusqu'à 100 millions de personnes. Des témoins ont rapporté que le déroulement de la maladie était choquant. Les poumons de la victime se remplissaient vite de sang. En quelques heures seulement, le malade mourrait. Les autorités ont été forcées de mettre les malades en quarantaine. Plusieurs événements sportifs ont été annulés, mais aussi les sorties de films, de pièces de théâtre. On sait que la grippe se transmet par la sueur, par les postillons, par exemple quand on tousse ou qu'on éternue. Donc l'idée de séparer les malades des autres, c'est une bonne solution. Il y eut tellement de morts en Amérique que les corps étaient entassés les uns sur les autres dans les rues comme des piles de bois. Dans certaines villes, on enterrait les corps dans des fosses communes. Mais personne ne savait ce qui avait causé cette grippe. Aujourd'hui, de nombreux experts craignent une nouvelle pandémie à échelle mondiale. Certains pensent même que le prochain fléau viendra de l'espace. La science a fait d'énormes progrès sur la question de la transmission des germes. Pourtant, les plus grands scientifiques ne parviennent pas à répondre à la question « D'où viennent les maladies ?» Chandra Wickramasinghe, le directeur du centre d'exobiologie de Cardiff, a avancé une nouvelle théorie. Il pense que certaines des pandémies les plus meurtrières sont originaires non pas de la Terre, mais de l'espace. Chandra a commencé ses recherches il y a environ 30 ans avec l'astronome Sir Fred Hoyle. Les deux scientifiques ont étudié la possibilité qu'il existe de la vie autre part que sur notre planète. La vie est un phénomène cosmique. La vie ne vient pas de la Terre. Nous, les humains, faisons partie d'une chaîne d'êtres vivants qui sont présents un peu partout dans l'univers, même dans les endroits les plus reculés. La théorie qui dit que la vie sur Terre est apparue autre part que sur Terre est appelée panspermia. Il y a un très grand nombre de types de micro-organismes différents autour du cosmos. Et nous, les humains,
avons évolué à partir de ces micro-organismes. Nous pouvons en conclure que nos ancêtres génétiques se cachent toujours dans les étoiles. Chandra pense que les graines de la vie ont été transportées sur la Terre par une comète il y a 4 milliards d'années. Nous savons qu'à cette époque, beaucoup de comètes se sont écrasées sur Terre et sur la Lune. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si la plus vieille preuve de vie sur la Terre vient de la même époque que ces bombardements de comètes à répétition. Cela indique que ce sont les comètes qui ont amené la vie sur la Terre. Les comètes sont composées de poussière qui provient des gros nuages qui se trouvent dans le vide interstellaire. Il existe environ 100 milliards de comètes entourant tout le système solaire. Chacune mesure environ 10 000 mètres de diamètre et toutes ces comètes se trouvent à une distance d'un tiers d'année-lumière. En 2006, la sonde Stardust de la NASA réussit à recueillir de la poussière de comètes, ce qui permet aux exobiologistes de mieux comprendre la composition de ces objets. La poussière de comète contient du carbone, de l'hydrogène et du nitrogène, soit les éléments nécessaires à la vie. Peu de scientifiques s'attendaient à voir de la matière organique dans une comète. Cette idée préconçue avait influencé les expériences menées lors de la mission Stardust. Lorsque la mission Stardust a été organisée, le but n'était pas de chercher des formes de vie microscopiques dans la poussière de comète. Donc la mission n'a pas été orientée de façon à protéger d'éventuelles particules vivantes, ce qui veut dire que celles-ci n'ont pas survécu. En 2001, en collaboration avec l'Organisation indienne pour la recherche spatiale, Chandra a envoyé un ballon dans la stratosphère supérieure à 45 km au-dessus de la Terre pour recueillir des échantillons de poussière de comète. Nous avons trouvé de petits morceaux de cellules d'une bactérie. C'est donc la preuve que les particules de comète dans la stratosphère supérieure contiennent des signes de vie. Pour Chandra, cette découverte confirme la théorie de panspermia et permet d'obtenir un début d'explication à l'origine de certaines maladies. Il est fort possible que la vie n'ait pas commencé sur la Terre, mais sur des comètes. Cela nous amène à penser que les maladies et les épidémies pourraient elles aussi être causées par des micro-organismes provenant des comètes. Chandra pense que certains virus pourraient survivre à des conditions extrêmement difficiles dans l'espace. L'idée qu'il pourrait être la cause de maladies expliquerait certaines épidémies un peu étranges, comme la grippe de 1918. Elle est très différente des autres grippes sur de nombreux points. Cette maladie est un vrai mystère. Elle est arrivée de nulle part. On n'avait jamais rien vu de tel. Le premier aspect étrange de l'épidémie de 1918 est qu'elle a frappé dans plusieurs continents différents au même moment. Cette pandémie a commencé à Boston et à Bombay le même jour. Et c'était bien avant l'époque des voyages en avion. Cette propagation à grande vitesse écarte la possibilité d'une transmission de personne à personne. Même si d'ordinaire les maladies infectieuses comme la grippe se propagent rapidement, dans ce cas précis, c'était beaucoup trop rapide. Le second mystère était qu'une grande partie des personnes les plus touchées appartenaient à la même tranche d'âge. Pourquoi cette maladie a été fatale pour de jeunes adultes en bonne santé alors qu'ils avaient très peu de chances d'en mourir? Les épidémiologistes expliquent cela par la guerre. En effet, à cette période, beaucoup de jeunes hommes se battaient ensemble dans les tranchées ou étaient retenus dans des bases militaires. Ces casernes militaires étaient remplies de jeunes hommes, ce qui en faisait l'endroit parfait pour que le virus prolifère.
Mais Chandra pense que les jeunes de 20 ou 30 ans étaient vulnérables pour une toute autre raison. Étant donné que les personnes de ce groupe d'âge étaient plus actives et qu'elles sortaient plus, elles avaient des chances d'être exposées au virus atmosphérique. Nous devons comprendre comment le virus a pu se propager aussi rapidement en 1918. Pour moi, la raison en est qu'il est tombé du ciel. Les faibles densités de population n'ont pas empêché le virus de proliférer dans les grandes étendues de l'Alaska. En 1918, moins de 50 000 personnes vivaient en Alaska, un État qui fait presque la taille de l'Europe de l'Est. La grippe a commencé en Alaska et s'est propagée instantanément à travers tout l'État. Dans certains villages d'Esquimaux, jusqu'à 90% de la population est décédée de la maladie. Les spécialistes de maladies infectieuses parlent dans ce cas de naïveté virale. De nombreuses populations ont été détruites car elles n'avaient aucune protection immunitaire contre ce virus. Mais cela n'explique pas comment l'épidémie a sauté d'un village isolé à un autre. C'était très laborieux pour ces populations de se rendre d'un côté de l'Alaska à un autre. Donc la transmission par contact humain était impossible. Le virus a disparu à l'automne 1919 et est resté un mystère. Pour le résoudre, les scientifiques ont décidé de chercher d'éventuels indices préservés dans la glace. Aujourd'hui, les experts craignent une pandémie similaire et sont pressés par le temps. S'ils arrivent à trouver le code génétique du virus, ils pourraient sauver des millions de vies. L'épidémie de grippe de 1918 aurait-elle pu provenir de l'espace? La grippe de 1918 ne ressemble à aucune autre maladie qu'on ait connue. Elle a ravagé le monde tel un fléau biblique. Aux États-Unis, la grippe est apparue en septembre. En moins de 3 mois, 500 000 Américains étaient morts. Les médecins cherchaient désespérément à savoir d'où était venu le virus et comment il se transmettait. Mais plus important encore, pourrait-il à nouveau frapper? Plusieurs dizaines d'années plus tard, les scientifiques n'avaient toujours pas de réponse à leurs questions. Puis, en 1951, un pathologiste appelé Johan Hultin pense à un moyen de résoudre le mystère. Sachant que la chaleur est l'ennemi du virus, Johan Hultin en déduit que si le virus devait être préservé quelque part, ce serait dans la glace du Grand Nord. Son idée consiste à prélever du tissu pulmonaire sur des victimes de cette grippe qui sont enterrées depuis de longues années dans le pergélisol. On sait que les virus peuvent être préservés par le froid pendant très longtemps. On en a fait l'expérience avec les congélateurs. Donc le scientifique Hultin à l'époque s'est dit que si les personnes étaient mortes avec le virus en elles, alors ils pourraient être gelés et préservés comme ils le seraient dans un congélateur. Hultin apprend que parmi les 80 habitants du village de Breivik, 72 sont morts de la grippe en novembre 1918. Il y avait certains villages en Alaska où le taux de décès était très élevé. Et on n'en connaît pas la raison. Il a exhumé plusieurs corps qu'il a trouvés dans une fosse commune enfouie dans la toundra gelée. Hultin a essayé de mettre en culture le virus, mais il n'a jamais réussi. La science à cette époque était trop limitée. 44 ans plus tard, en 1995, un expert en pathologie moléculaire appelé le docteur Jeffrey Taubenberger décide de retenter l'expérience. S'il arrive à séquencer le virus, il parviendra peut-être à trouver un vaccin. Taubenberger a à sa disposition une nouvelle technique révolutionnaire appelée ACP, soit amplification en chaîne par polymérase, ou PCR en anglais. L'amplification en chaîne par polymérase désigne une technique qui permet de dupliquer une faible quantité d'acide nucléique impossible à détecter. On peut la dupliquer 100 fois, 1000 fois ou même 1 million de fois. Lorsque l'acide nucléique est dupliqué, il devient détectable. Une fois qu'il l'est, on peut alors déterminer sa séquence. En utilisant l'ACP, Taubenberger a analysé du tissu pulmonaire qui avait été fixé dans du formol et conservé dans un récipient à l'Institut de pathologie des forces armées. Les gènes éparpillés du virus étaient si fragiles qu'il a fallu 10 ans pour séquencer son RNA.
Dobenberger a pu en conclure que le virus de 1918 nous avait été transmis par des oiseaux. Ce n'est pas étonnant car toutes les grippes précédentes ont été transmises par des oiseaux. Mais il restait des aspects à éclaircir. C'était la première fois qu'on avait affaire à ce genre de grippe. La grippe de 1918 aurait provoqué ce que les docteurs appellent une tempête immunitaire. On pense savoir ce qui a causé la mort de tous ces jeunes hommes et jeunes femmes. Leur système immunitaire fonctionnait en sur-régime, à tel point qu'il a inondé leurs poumons de produits chimiques, tels que des chimiotoxines, des macrophages et d'autres composants du système immunitaire. Tout ça était beaucoup trop à la fois, et ça leur a été certainement plus néfaste que le virus en lui-même.